Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Diagonale, votre magazine de sciences sociales et de détente. Aujourd'hui, nous recevrons le coach Patrick Armand Pognon. Coach, bonjour. Bonjour. Coach, vous parlez assez souvent d'argent, de richesse, de Dieu. On va commencer par la richesse. Qu'est-ce que la richesse? La richesse, pour moi, c'est avoir la liberté de faire ce que nous voulons, quand nous voulons, sans avoir des soucis, sans avoir des calculs à faire. La richesse, pour moi, ce n'est pas rouler dans un jet privé. La richesse, pour moi, ce n'est pas habiter une maison où il y a tellement de chambres que tu t'embrouilles pour aller dans ta chambre. La richesse, pour moi, c'est que chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, l'argent ne me manque pas pour le faire. Et l'argent, par rapport à la richesse, est-ce qu'on peut être riche sans argent? Et peut-on avoir de l'argent sans être riche? Oui, on peut avoir de l'argent sans être riche parce que la richesse, si ça n'apporte pas la paix, la sérénité, ça veut dire que pour moi, c'est pas de la richesse. Mais par contre, on ne peut pas être riche sans argent. C'est vrai que dans les religions, on nous a enseigné heureux les pauvres. C'est des confusions que nous travaillons à enlever dans la tête des gens parce que je n'ai jamais vu un pauvre qui est heureux. Seulement, vous savez, souvent les gens ont tendance à penser que l'acharnement à chercher l'argent et tout ça peut éloigner les gens de Dieu, de la parole de Dieu et tout ça. Mais j'ai l'habitude de dire, lorsqu'on a une éducation financière, on peut avoir de l'argent sans s'éloigner de la parole de Dieu ou de Dieu. Dans l'une de vos conférences, vous avez affirmé que votre père était un grand homme, mais il n'était pas riche, et que vous êtes riche parce que vous vous êtes démarqué, vous vous êtes éloigné de la façon de faire de votre père. Vous savez, mon père, c'est un grand homme en ce sens que dans le scoutisme, il a atteint le sommet. Dans le syndicalisme, il a atteint le sommet. Dans l'administration, il a atteint le sommet. Dans l'arbitrage, il est commissaire de FIFA. Bref, il a atteint le sommet partout où il a fait quelque chose. Mais il n'était pas riche. Alors, tous ces enseignements dans tous les autres domaines, je l'utilise avec grand plaisir. Mais ces enseignements sur l'argent, j'ai dû m'éloigner de ces enseignements pour pouvoir devenir riche. La difficulté des Africains, francophones surtout, à devenir riches, c'est qu'ils écoutent des professeurs qui sont pauvres. Ils écoutent des personnes qui sont pauvres. Et ils pensent qu'en écoutant ces personnes, ils deviendront riches. Oh non, il faut écouter les riches pour devenir riches. Et vous savez que la plupart des intellectuels ne le sont pas. Alors tant que dans nos universités, on ne va pas avoir le courage d'aller chercher des gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont de vrais hommes d'affaires, des gens qui ont réussi, on ne pourra pas apprendre les affaires à l'université. J'ai rencontré un monsieur au Mali. Ce monsieur, en 6 mois, n'a pas fait le même business 2 fois. Il fait le business qui marche en ce moment. Et je lui ai donné un diplôme alors que ce monsieur ne peut pas dire un mot en français. Je l'ai médiatisé, les journalistes m'ont bien insulté. Mais la médiatisation a fait que l'ambassade des États-Unis au Mali a fait appel à ce monsieur pour aller aux États-Unis former des commerciaux et il a reçu un certificat du gouvernement américain pour reconnaître sa science. Arrivé là-bas, il parlait la langue locale et il y avait un interprète pour traduire en anglais. Le savoir n'est pas à l'école, il est dans ceux qui ont fait une expérimentation et qui ont quelque chose à apporter. Voilà, on parle donc de l'Afrique et vous dites parfois qu'il y a un coaching africain. C'est un coaching par opposition ou par rapport à quel autre coaching? Vous savez, moi j'ai fait ma formation en Belgique pour devenir coach et tellement c'est théorique que j'ai décidé de ne pas faire du coaching un métier. Mais après, face aux réalités des gens, j'ai voulu revisiter ce métier. Et en revisitant mes cours, je me suis rendu compte que Socrate est la référence du coaching dans les autres parties du monde. Et j'ai étudié la personnalité de Socrate, un homme qui n'est pas instruit, un homme qui a un savoir endogène, un savoir fait d'expérimentation. Et je me suis rendu compte qu'en Afrique, nous avons beaucoup de Socrate. Nelson Mandela, Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais que ceux qui m'écoutent comprennent. Vous prenez un Félix Houphouët-Boigny,
qui a été président de la France pendant 24 heures, beaucoup ne le savent pas. Félix Houphouët-Boigny peut dissoudre le gouvernement français dès qu'il prend son téléphone. Félix Houphouët-Boigny, pour déplacer l'armée française, n'a pas besoin de l'autorisation du président français. Voilà un homme africain qui arrive à avoir autant d'influence sur la France. Ça, c'est des choses qu'il faut étudier. Quel était son secret? Quelle était cette sagesse? Quelle est la sagesse de Thomas Sankara? Qui fait que 30 ans après sa mort, ce monsieur continue d'influencer des jeunes qui ne l'ont même pas connu. Vous prenez Patrice Lumumba, vous prenez Modibo Keïta du Mali, vous prenez Kwame Nkrumah, vous prenez Soundiata Keïta qui a 7 ans a déraciné un baobab du sol. On ira plus loin. Comment vous pouvez comprendre qu'en réalité, 17 000 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà une université en Afrique, à Djéné au Mali et au Ghana. Les 25 000 meilleurs diplômés du monde sont tous diplômés les premiers diplômés sont tous diplômés de l'université de Djéné. Jusqu'en 1200, après Jésus-Christ, aucun Français n'a été à l'école. Donc, il y avait du coaching déjà en Afrique en ce moment, puisque le coaching, c'est un mode de résistance à l'adversité. Et comme nous avons vécu 200 000 ans avant les autres peuples, nous avons donc une avance en matière de coaching. On est allé à la recherche de ça, on a découvert et on a donc un modèle estampillé africain en matière de coaching. Mesdames, Messieurs, c'était juste une mise en bouche. Nous revenons sur ce plateau dans un instant, le temps d'écouter un petit bout de musique. Oh, assez, abonnez-nous. Quand Papa Salé dit Massao, c'est une seule fois. Par exemple, Massao. Massao peut-être. Dengalonga si se wa bongo makameruna. Longelongo di sala kompega ila la bane. Mabola mongo mabupe ponde matanga mamose. Manque a mongo, les ponotés la mebouillate. Nabana bese bakuse epolo na yala. Dengalonga si se wa bongo makameruna. Masao. Bata. Je le dis, je le répète de temps en temps. Ce vieux chapeau que vous voyez là a parcouru le monde. Et je peux vous témoigner que ce qui se passe à Rio de Janeiro, au Brésil, il y a la pauvreté. Aux États-Unis, il y a la pauvreté. En Europe, il y a toujours la pauvreté. Et si au Cameroun il y a la pauvreté, qu'elle ne nous fasse pas paniquer. Le Cameroun, c'est la paix. Comme par le passé. Comme par le passé. Il faut recueillir l'amitié. Il faut que les familles rayonnent comme par le passé. Massao. Ma mami, oh kaponda kwangi du côté d'Olo. Dia mami kaponda kwangi de la ye. Boro be pono loto bulu na bese. E lolomba maye e boga me biso moloko. Nabila mbo wa sube kote tum na tena budei. Dengalonga si kwese wabongo Camerounais. Massao. Je l'ai dit. J'ai vu de mes yeux les femmes vendre du maïs grillé et des poissons grillés dans les favelas au Brésil. Et ils étaient fiers de ce niveau de vie. Et leur quartier est devenu un point touristique à Cameroun. Et mais, à Cameroun. Et mais, ma mami, oh, mia mami, ma mami, oh, yo, mia mami.
telo yo mikoti Minyola telo yo mitigata Losi sari senjeme ala yo Losi bola fonsata le bono Sonti bambe Camerouni Masao better Bengaluke singese wabongo Camerouni Bengaluke singese wabongo Camerouni À vous. Retour sur ce plateau où nous recevons le coach Patrick Armand Pognon. Coach, comment vous vous sentez déjà? Très bien. J'adore la musique. Vous adorez la musique? Oui, la musique adoucit les mœurs. Voilà, donc nous sommes ici aujourd'hui pour parler du coaching, du développement personnel. Déjà, qu'est-ce que le développement personnel? Pour moi, le développement personnel est un voyage vers soi-même. C'est aller dans ce voyage qui me permet de découvrir qui je suis en réalité, mes potentialités. Vous prenez une personne, par exemple, qui tombe malade, ça veut dire que sa définition de son corps lui permet de tomber malade. Sa définition de son identité. Prenez par exemple l'Afrique, un continent riche de tout, sauf de quoi? Son mental. Sans le développement personnel, l'Africain va toujours penser qu'il est pauvre. Alors que nous avons 96% des diamants du monde en Afrique, 50% de l'or du monde en Afrique, 45% de l'uranium, la platine sans laquelle on ne peut pas faire les téléphones, 85% en Afrique, le chlore, 80%. Bref, nous avons tout pour réussir, sauf le mental. Et donc, le développement personnel permet à cette personne de se rendre compte en réalité qu'il a tout pour réussir et se mettre en mouvement pour pouvoir réussir. Parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est un continent de pauvreté extrême. C'est un continent de conflits endogènes aux États, conflits transfrontaliers, mais vous voulez dire que c'est juste un problème de mental? C'est un problème de mental. Vous savez, quand on parle de pauvreté en Afrique, j'ai l'habitude de demander aux gens s'ils sont allés au Pérou, s'ils sont allés au Venezuela, s'ils sont allés dans les bidonvilles du Japon, des États-Unis. On parle de pauvreté et on met des clichés sur l'Afrique. Mais la pauvreté qu'il y a aux États-Unis, il n'y en a pas en Afrique. Quand quelqu'un aux États-Unis est en difficulté, est en difficulté sociale, en difficulté matérielle, ce n'est pas ce que nous vivons ici. En Afrique, il y a la solidarité familiale, il y a la capacité de s'entraider, ce qui n'existe pas dans ces continents. Alors quand on fait le cliché de pauvreté, on oublie que la pauvreté qu'il y a dans les pays européens et autres, il n'y en a pas en Afrique. Et donc, il faut faire la nuance. C'est vrai que l'Africain n'a pas décollé vraiment. Mais il n'est pas dans la misère qu'on peut trouver aux États-Unis. Il n'est pas dans la misère qu'on peut trouver en Europe et autres. Donc, à partir de cet instant, ce qui se passe en Afrique, c'est que l'Africain est prêt à aller en Europe pour laver les couilles d'une personne âgée. Mais il n'est pas prêt à faire ça ici. Or, ce boulot existe ici. L'Africain est prêt à aller aligner les pneus en Allemagne. Mais il n'est pas prêt à le faire en Afrique. Voilà de quoi il s'agit. Quand quel Africain est allé en Europe n'a pas marché plusieurs kilomètres par semaine? Mais combien d'Africains sont prêts à marcher à Douala? Voilà de quoi il s'agit. Si nous vivons en Allemagne, nous ne commençons pas à vivre au Cameroun comme nous sommes disposés à vivre en Allemagne, vous allez voir qu'il n'y a plus de problème en réalité. Mais ce qu'on est prêt à faire là-bas, on n'est pas prêt à faire chez nous. Mais quand on parle de conflits transfrontaliers, on le règle de plus en plus. Parce que à partir du moment où les États choisissent de développer la capitale et les villes autour et ne pas développer les régions frontalières, résultat, ça laisse un nid ouvert à du désordre. Et l'autre chose de catastrophique, c'est l'intervention des Nations Unies. Il n'y a pas un seul pays au monde où les Nations Unies sont allées et ont réglé une crise. Quand ils arrivent, la crise ne fait que perdurer. Il y a les manières de régler des crises. Il faut aller à l'école, les stratégies africaines, et en ce moment, on va régler les crises. Autrement dit, en plus du mental, il y a aussi l'interventionnisme étranger, peut-être? Oui, qui perturbe sérieusement notre mode de développement. Il n'y a aucune crise au monde réglée par les Nations Unies. Parce que le mode d'intervention
de gestion des crises n'est pas un mode de règlement des crises. Ça fait perdurer les crises. Vous voyez en Centrafrique, on est là dedans. On est là, on s'enlise, on ne bouge pas. Vous allez au Mali, on enlise, on ne bouge pas. Regardez par exemple au Nigeria. Il a fallu que nous ayons un chef d'État méthodique. Boko Haram n'a plus de territoire. Ils font des attentats, mais ils n'ont plus de territoire. Ils font des attentats comme on le fait en France, comme on le fait en Europe. Donc, ils n'ont plus de territoire. Parce que celui qui est au pouvoir a su organiser la riposte. Vous avez vu, quand le Tchad intervient, il règle les problèmes, il règle les crises. Il fouette qu'il faut fouetter. Et quand vous avez les Européens, ils sont barricadés dans leur camp, ils ne bougent pas. Résultat, on s'éternise. Donc bref, il faut des solutions africaines. Et ça, Macron l'a compris, le président français l'a compris, et il demande maintenant que les Africains soient au premier plan et que les autres viennent en aide. À vous écouter, votre discours n'est pas très loin de celui du gouvernement camerounais par rapport à Boko Haram. Vous, de votre point de vue de leader africain, vous pensez que Boko Haram aujourd'hui est réduit à sa plus simple expression? Oui, et ce serait de plus en plus le cas. Mais il faut dire que on a pris nos ressources, il faut nous donner une partie de ces ressources-là pour faire face à ça. Parce que cette situation que nous sommes en train de vivre, de dépeuplement de nos populations, de pauvreté vers les zones frontalières et tout ça, est due au mode de gouvernement, au mode de gestion, au mode de développement qu'on nous a proposé. Des modes de développement qui n'ont pas réussi même en Europe. Vous voyez, la France est en crise. Les endettements, c'est là-bas. Donc, si eux, ils n'ont pas réussi, nous ont proposé ces modes-là, les conséquences, ça ne va pas. Il faut nous donner les moyens d'organiser, d'équiper nos armées pour faire face à ça. Parce que nos armées n'ont pas été préparées à ce type d'attaque. Seulement, nous avons des outils, nous avons des solutions africaines pour régler ces solutions. Vous avez vu, le G5 Sahel, qu'on donne les moyens qui nous appartiennent, les moyens qui sont l'exploitation de nos ressources, qu'on nous donne une partie de ces moyens et vous allez voir comment en peu de temps, la crise malienne, la crise au Sahel, tout ça va être réduit à rien parce que nous avons les soldats. Vous avez entendu parler des crises au Cameroun aussi? Oui, nous avons entendu, mais je crois que là, il faut éviter les postures et débattre, discuter, échanger, écouter les gens. C'est vrai que moi, je ne souhaite pas que la zone anglophone abandonne la zone francophone parce que c'est une richesse d'avoir les deux zones ensemble. Ça permet véritablement l'émulation des cultures et tout ça. Mais il faut dialoguer, il faut discuter, il ne faut pas de clichés, il faut pas avoir peur d'aborder les sujets. Abordons les sujets, échangeons et on trouvera les voies et moyens parce que vous savez, quand les gens ne sont pas écoutés, c'est ça qui crée la violence. Mais quand les gens sont écoutés, il ne doit pas y avoir la violence. Plus haut, nous avons effleuré l'aspect économique de la situation de l'Afrique. Et là, nous parlions il y a un instant des conflits au relent politique. Pour revenir sur l'économie, qu'est-ce qui fait défaut à l'Afrique aujourd'hui pour un décollage économique d'après vous, coach? Je vais commencer déjà par la zone francophone. C'est que nous sommes barricadés de diplômes, nous avons des bons discours, mais nous ne sommes pas pragmatiques. Nous ne prenons pas d'initiative. Et vous allez voir que dans tous nos pays africains, les riches ne sont pas des intellectuels. Parce que les intellectuels sont dans la théorie, dans le savoir, ils connaissent trop quoi apprendre, alors qu'en réalité, chaque situation vous enseigne. Donc il faut rentrer dans la situation, tirer des enseignements de la situation. Je donne un exemple, par exemple, je suis au Cameroun. Je suis venu au Cameroun, je ne connaissais pas le Cameroun. Je suis rentré au Cameroun et en 2 jours, 3 jours, parce que j'ai appris, je me suis adapté à ce que j'ai appris. Voilà, en 1 semaine, nous sommes en train d'impacter des milliers de personnes dont la vie va certainement changer. Donc il faut que nous soyons plus pragmatiques. Vous savez, aujourd'hui, les politiques de l'emploi des gouvernements africains, quand je les regarde, je ris. Je ris parce que celui qui est chargé d'aider les gens à trouver un emploi, lui-même n'en a pas. Lui-même est fonctionnaire. Voilà de quoi il s'agit. Et il faut des entrepreneurs, des gens qui sont au marché, qui sont dans le business, qui n'ont peut-être pas été à l'école pour parler aux jeunes. Donc il faut cette forme d'incubation et autres. L'économie africaine est trop basée sur de l'intellectualisme. Nous parlons des entreprises africaines. On a créé des compagnies aériennes en Afrique qui sont en train de faire faillite parce qu'on a mis les moyens, on a acheté les avions, mais la gouvernance n'y est pas. La manière de gérer, le volet commercial, comment satisfaire le client. Nous avons sorti tout récemment un document sur les actions de satisfaction du client. Parce que je vois toutes les entreprises africaines sont en train de faire un norme ISO, c'est des normes européennes, adaptées aux réalités de l'Europe. Mais aujourd'hui,
on fait normes ISO en Afrique, alors qu'il faut des normes africaines de satisfaction du client, beaucoup plus pratiques, comprendre le client et lui donner satisfaction. Donc bref, notre mode de gouvernance doit être basé sur, on étudie la réalité, on laisse la réalité nous parler, on laisse le terrain nous parler, on écoute les gens, on doit réussir. Si vous prenez par exemple en matière d'emploi, les jeunes en quête d'emploi sont capables de dire au gouverneur comment régler leurs problèmes. Mais tant que les intellectuels qui barricadent avec des champagnes tout le temps vont réfléchir à la place des jeunes sur comment les aider à avoir un emploi, il y aura un problème. Nos universités forment des chômeurs, il faut réformer tout ça. Voilà le travail que nous faisons. En tout cas, nous, pour ce qui nous concerne, on ne fait pas que parler, on agit. Cette année, nous allons démarrer au Bénin, de la garderie jusqu'à l'université, une école qui va associer le système classique au coaching, au leadership, à l'entrepreneuriat et autres, pour que les jeunes puissent déjà à l'école commencer par avoir goût à l'entrepreneuriat et autres. Mon assistante a 19 ans. À 19 ans, elle est assistante du coach Patrick Pouyo, qui est président mondial des ambassadeurs de développement et président de l'autorité de régulation du coaching africain. Son assistante a 19 ans. Voilà de quoi nous sommes capables si nous nous mettons à travailler de façon pragmatique. Nous allons rentrer en profondeur dans vos activités dans un instant. Mesdames, Messieurs, juste le temps de marquer une seconde pause. Bahana bebola, ndinge ndoko na bebole, ndoko bahana bebola, ndinge ndoko na bebole. Pai oya basire, nanone. Applaudissez pour Color Bass, applaudissez pour Robin Sanjo, applaudissez pour Kadomuna. Pai oya basire, abu. Pai oya basire. Bubi sanem di omebe, ano ojembo dupe. Bahanga na jenga nyachai kema, kema nalo no la budu. Jeba mapogo no kupane, kema nalo no la budu. Eba ma fogo no mupane, pai oya basire, pai oya basire, pai oya basire, pai oya basire. Akadomuna, akolo abusa, ganoni.
retour sur ce plateau où nous recevons le coach Patrick Armand Pognon. Coach, avant de rentrer en profondeur dans vos activités, nous allons parler un tout petit peu de la jeunesse africaine. Elle constitue 77% de la masse générale de la population. Alors, comment expliquez-vous que la majorité soit si lésée dans le traitement à tous les niveaux, niveau éducatif, prise en charge de la jeunesse insuffisante, niveau d'intégration dans le monde professionnel, les jeunes ont du mal à accéder aux emplois et pourtant c'est une jeunesse forte, dynamique et numériquement vraiment importante. Alors, comment faire pour résoudre le problème d'emploi, le problème de scolarisation, le problème d'intégration professionnelle de la jeunesse africaine? Je vais prendre mon propre exemple. J'étais au Bénin, chômeur, j'ai déposé des dossiers partout, j'ai visité toutes les structures créées par l'État pour créer des emplois et absolument rien ne changeait. Un jour, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Prendre sa vie en main, ça veut dire quoi? Accéder soi-même à des formations de courte durée qui permettent d'apprendre comment aller sur le marché de l'emploi. Vous voyez que dans les organismes internationaux, il y a plein de personnes qui occupent des postes là-bas. Et on pense qu'ils sont plus compétents que nous. Non, ils connaissent le chemin. Et un chemin pour aller sur le marché de l'emploi. Vous prenez par exemple aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat, on dit à un jeune créer une entreprise qui va faire business plan pour convaincre un banquier de lui donner de l'argent. Non, l'entrepreneuriat c'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est découvrir ce qui te passionne. Qu'est-ce que tu aimes faire? Ensuite, proposer ça aux gens. Vous voyez aujourd'hui, nous avons les WhatsApp, les réseaux sociaux et autres. Mais combien utilisent ces réseaux sociaux pour produire de la richesse? Une dame m'a écrit ce matin, elle dit, coach, vous savez, j'ai été dans les entreprises pour leur proposer de livrer des repas, mais je n'ai pas trouvé de clients jusqu'à présent. Je dis, prends ton téléphone WhatsApp, envoie un message à tous ceux qui sont dedans pour dire, je livre des repas dans les entreprises, dans les bureaux, ils vont commander et tu vas livrer. Mon épouse a lancé son entreprise le 17 septembre passé. Aujourd'hui, elle est à des centaines de plats qu'elle livre tous les jours à partir de la cuisine de la maison. J'ai donné ce témoignage à une autre fille qui a commencé la même chose à la cuisine de sa maman. Et aujourd'hui, elle livre 60 repas par jour. Et voilà comment on démarre une affaire. Il faut que les jeunes comprennent. Tant que le jeune va sur les réseaux sociaux, non pas pour produire de la richesse, mais pour perdre du temps, il y aura problème. Et vous allez dans les pays anglophones, ce que je dis, dans les pays anglophones de l'Afrique, aujourd'hui, ça s'applique déjà. Vous allez au Ghana, en tant que francophone, vous marchez, le Ghanéen vous dit, toi qui es francophone, rien que dans ta manière de marcher, parce que tu marches comme quelqu'un qui a le temps, alors que lui, il veut marcher comme quelqu'un qui n'en a pas. Donc je crois que les jeunes doivent m'écouter et comprendre que s'ils doivent attendre le gouvernement, les dirigeants, mouvance comme opposition pour régler leurs problèmes, ils vont attendre longtemps. Il faut se lever, saisir les opportunités de formation pratique. Ou, même s'il n'y a pas de coup de payot là-bas pour vous former, allez voir quelqu'un qui a réussi et demandez-lui comment vous avez fait pour réussir. Parce que la 8e habitude des gens efficaces, c'est que quand ils ont réussi, ils partagent ça maintenant avec les autres. Et les riches veulent partager, mais personne ne vient vers eux. On va vers les diplômés pour aller recevoir des enseignements. Voilà de quoi il s'agit. Et surtout, dans nos universités, les recteurs peuvent prendre des initiatives pour inviter des gens qui peuvent apporter le savoir pratique à nos étudiants pour se prendre en charge. La professionnalisation des enseignements, vous voulez dire? Exactement. La professionnalisation des enseignements, le caractère pragmatique des enseignements. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup. Vous imaginez un cours de droit de travail en 600 pages. Si c'est 600 pages là, on veut connaître, il y a le concret. Moi, je forme quelqu'un en informatique. Je le forme en Windows, Word, Excel en 6 heures de temps. Et je peux, après ça, il peut devenir un expert dedans. Parce que je le mets en route. À partir où il est mis en route, il va découvrir les autres choses lui-même. En parlant de WhatsApp tout à l'heure, d'informatique, vous rentrez là de plein pied dans la nouvelle donne mondiale, l'informatique, le génie informatique, la dématérialisation. L'Afrique peut-elle aussi compter sur le village numérique, le village global numérique aujourd'hui? C'est pas peu, est déjà en train de compter. Ce que nous sommes en mesure de faire avec les réseaux sociaux et autres aujourd'hui en Afrique, en Europe, les gens ne le font pas. Ils n'ont pas encore compris qu'on peut créer une entreprise sur WhatsApp. Aujourd'hui, les Africains le créent. Ils n'ont pas encore compris qu'on peut faire telle chose sur WhatsApp. On peut faire des formations sur WhatsApp. On fait ceci. Voilà. Il faut, c'est-à-dire, nous avons gagné ce carrefour, nous sommes en train de le gagner. Vous savez, au Bénin aujourd'hui, il y a au moins près de 1000 web TV.
aujourd'hui au Bénin. 1000 web TV, c'est-à-dire des gens qui viennent t'interviewer avec une seule caméra qu'il a, il fait l'émission et dans 6 minutes, l'émission est disponible sur le net, est disponible sur les réseaux sociaux et autres. Voilà, ça, nous sommes en train de gagner cette bataille. C'est une révolution. C'est une révolution. Et toute télévision qui ne s'adapte pas à ça. Vous savez, il y a des télévisions au Bénin aujourd'hui qui sont encore dans, il faut suivre la télé. Alors dites-moi, combien de personnes sont à la maison en train de suivre télé? Si vous n'ajoutez pas la version Web TV, la version YouTube, la version ceci, à ce que vous faites, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas vous suivre parce qu'ils sont dans le business, dans la journée, ils sont en circulation et autres. Il n'y a pas de télévision souvent dans les voitures. Il n'y a pas de ceci dans les voitures. Mais par contre, sur son téléphone, dès qu'il est au repos, il va sur YouTube, il va suivre des émissions, suivre ceci et cela. Donc bref, il faut que même les télévisions aujourd'hui, qui avaient beaucoup d'équipements, soient dépassées parce qu'on n'a plus besoin de tous ces équipements aujourd'hui pour faire de la télé. Aujourd'hui, on met un tapis vert derrière M. Fonso, on met un tapis vert derrière lui, et si on met un tapis à l'ordinateur, on met un décor derrière lui comme s'il était à Washington en train de tourner. Voilà des choses que nous pouvons faire aujourd'hui avec un ordinateur et une caméra. On peut inventer le monde, on peut faire des choses. Et ça, l'Afrique bouge. D'ailleurs, je dois reconnaître que je vous ai d'abord vu sur YouTube, ensuite sur Facebook. On s'est rencontrés dans le monde virtuel au point que sur le plan physique, quand on s'est retrouvés, c'était comme si on se connaissait depuis très longtemps. Alors, nous allons rentrer dans vos activités. Vous êtes au Cameroun pour parler d'un contenu en développement personnel, en coaching, et de la densité aussi du coaching africain. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit dans le... Au fait, je suis venu au Cameroun, d'abord pour former des Millennium Business Développeurs, c'est-à-dire des business développeurs du 3e millénaire, des gens qui sont capables, en quelques heures, de diagnostiquer les difficultés d'une entreprise et de proposer des solutions pour cela. Le premier jour, nous avons fait le voyage d'espoir, le meilleur module de développement personnel. Le deuxième jour, nous avons fait l'action, comment démarrer une entreprise là tout de suite. Et mon combat maintenant, c'est de faire en sorte que tous ceux qui ont participé à cette formation, avant mon départ dans 3 ou 4 jours, soit décollent quelque chose, démarrent quelque chose. Voilà l'aspect pratique. Troisième chose, nous avons vu les actions de l'action commerciale, de la satisfaction du client. Et donc, tout ça là a permis de lancer les gens en termes d'initiative, en termes de business, en termes de ceci et cela. Deuxième chose, nous allons commencer ensuite la formation des coachs pour donner une licence en coaching africain. C'est vrai, souvent les gens vont être étonnés, c'est seulement en Afrique qu'il y a une licence en coaching africain, qu'il y a un master en coaching africain et qu'il y a un doctorat en coaching africain. Donc nous avons fait ça. Et surtout, nous avons fait en sorte que tous les doctorats que nous allons faire soient orientés vers les recherches endogènes. Comment nos parents appelaient la distance, faisaient 2 pas, étaient à Paris, sans passeport et sans visa. Nous devons découvrir ça à travers une thèse. Comment gérer le changement climatique? Vous savez, aujourd'hui, on est en train de dépenser des milliards pour ça, alors que nos parents auraient géré cette affaire beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'inondation au Bénin parce que l'Agence de gestion du changement climatique a oublié les théories d'université pour aller à l'école de nos ancêtres pour voir comment ils géraient ça. Vous imaginez une pause africaine où on parle et le colis quitte ici et atterrit dans la maison de la personne aux États-Unis, en Allemagne et autres. Voilà des choses sur lesquelles nous orientons les recherches en Afrique. Vous voulez par exemple... Vous voulez parler de la sorcellerie? Pas sorcellerie, parce que on nous a fait croire que tout cela est sorcier. Mais quand 2 personnes répètent le même processus et obtiennent le même résultat, on appelle ça science. Quand 2 personnes répètent le même processus et obtiennent le même résultat, on appelle ça science, c'est pas de la sorcellerie. Voilà, en disant sorcellerie, on nous a enfermés et nous n'avons pas accédé à ça. Aujourd'hui, il y a plein de maladies que la médecine moderne dit qu'on ne peut pas guérir, que l'Afrique est en train de guérir. Vous voyez qu'il y a eu Ebola dans plusieurs pays africains, vous avez vu les gens vivaient normalement dans ces pays. Moi, j'ai un collaborateur qui lavait les malades d'Ebola et qui n'a pas attrapé l'Ebola. Alors qu'en Europe, il y a eu un seul cas en Espagne et jusqu'à Paris, tout le monde s'est barricadé chez lui, personne ne peut sortir. Nous avons des richesses en Afrique qu'on peut apporter à ceux-là. Vous voyez, on respecte les États-Unis aujourd'hui parce qu'on dit qu'ils ont des bombes atomiques. Mais nous en avons en Afrique. Les fusils traditionnels, c'est des bombes atomiques et il faut revaloriser ça. L'armée doit avoir un département de recherche pour revaloriser ça, afin que nous vendons aussi ces armes en France, que nous vendons ces armes en Allemagne, que nous vendons ces armes aux gens. Bref. C'est quoi les fusils traditionnels? Ah, les fusils traditionnels, au Bénin, on appelle ça tchakatou. Le truc, on dit, ça dit pour seulement, et quelques minutes après, tu ne peux pas marcher.
disposé, on t'envoie une deuxième qui est mort. Et ça, vous allez en Côte d'Ivoire, nous avons les chasseurs d'oiseaux qui, tu tires, il disparaît. La balle passe, il réapparaît. Il prend son fusil traditionnel, il dit, toi tu es mort. Donc bref, on a des choses que nous pouvons revaloriser. C'est de la science. C'est de la science. Donc bref, nous formons donc des coachs pour leur permettre, après la licence et le master, de faire une thèse de doctorat sur ces réalités-là, afin qu'on cesse d'appeler ça sorcellerie. Vous savez, c'est secret. Pourquoi? Parce que nos parents ont créé un système de protection des données. Parce que quand les colons étaient arrivés, ils voulaient tout détruire et s'accaparer du tout. Alors nos parents ont mis en place des systèmes de protection des données qui ont fait que n'importe qui ne peut pas avoir accès à n'importe quoi. Voilà de quoi il s'agit. Voilà l'orientation du coaching. Donc je suis là pour former, pour donner des licences en coaching africain, et c'est 3 jours de formation. C'était pour me demander comment en 3 jours on peut avoir une licence. Je vous ai dit. Je m'apprêtais d'ailleurs à vous demander où se trouvait votre université, là où vous délivrez tous ces diplômes. Très bien. Nous avons des sièges dans plusieurs pays africains, au Bénin, au Togo, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire et autres. Mais au-delà du siège physique, c'est une université virtuelle. Parce que ça, quand je vais finir, je vais signer le diplôme parce que si ce n'était pas une université virtuelle, je suis obligé de signer le siège alors que là, c'est une université qui siège là où il y a la formation. Je suis à Douala, donc ça veut dire que c'est là en ce moment. Et je voudrais rassurer tous ceux qui m'écoutent, plein de patrons du CAMES ont fait des formations et ont des diplômes que nous avons donnés. Je suis expert du CAMES pour aider le CAMES, le Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur, à adapter l'enseignement supérieur aux besoins de développement de l'Afrique. Donc c'est pour dire, c'est pas un charlatan qui est en train de parler, c'est un scientifique qui est en train de parler et qui fait un travail méthodologique. Nous avons créé le coaching africain avec ces curricula. Nous avons créé l'ordre des coachs d'Afrique pour que ces coachs formés soient organisés dans l'ordre des coachs d'Afrique. Donc c'est une organisation mise en place pour faire en sorte que nous puissions conquérir le monde. Nous sommes à 4200 coachs formés aujourd'hui à travers l'Afrique et le monde, parce qu'il y a des Français qui sont diplômés coachs d'Afrique, il y a des Allemands qui sont diplômés coachs d'Afrique, il y a des Américains qui sont diplômés coachs d'Afrique, des Canadiens et autres, mais nous continuons pour faire en sorte que cette science soit mise au service de l'humanité. Patrick Armand Pognon, d'où venez-vous en fait? Comment en êtes-vous arrivé là? Bon, il faut dire que je suis comptable de formation, et un Américain m'a dit un jour que l'Afrique est pauvre parce qu'il y a trop de personnes pour compter l'argent des autres et peu pour produire. Alors je suis allé à la gestion, ça ne m'a pas suffi. Je suis devenu consultant en développement, et après ça, je suis allé au coaching. Et comme je vous l'ai dit, j'avais trouvé la formation qu'on m'avait donnée assez vide pour un Africain. Et donc, j'ai fait des recherches. Et ça, nous en avons fait. Nous avons fait des recherches qui nous ont permis de comprendre, par exemple, pourquoi le fou qui est dans la rue dort avec les moustiques et ne fait pas le palu. Alors que toi, tu es sous-moustiqué et tu fais palu. Pourquoi il ne fait pas palu? Parce qu'il n'y a pas palu dans sa tête. Il n'y a pas palu dans son cerveau. En faisant nos recherches, nous nous sommes rendus compte que des médecins américains avaient déjà soupçonné qu'il y a une force en nous qui, lorsqu'elle est canalisée, peut permettre à quelqu'un de ne jamais tomber malade. Et nous travaillons aujourd'hui à canaliser cette force. Nous avons fait des recherches pour découvrir pourquoi c'était toute leur vie sont pauvres et comment on peut renverser ça. Ils ont un logiciel dans leur tête qui produit la pauvreté. Il faut modifier ce logiciel. Par quoi? Par la programmation. Aujourd'hui, les États-Unis sont à la 3e génération de PNL. Nous sommes en Afrique à la 5e génération de PNL. Donc bref, nous avons fait des recherches sérieuses pour faire en sorte que chaque problème ait une solution pratique. Vous voyez, nos chefs d'État africains ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils ne savent pas qu'après le pouvoir, il y a autre chose. Moi, j'ai l'habitude de dire que s'il était possible d'être candidat pour être ancien président sans être président, moi, je suis candidat. Ancien président m'intéresse, mais président ne m'intéresse pas. Parce que ancien président, tu as les avantages de la fonction que tu avais occupée, tu as les relations, tu as les moyens, et tu n'as pas de contraintes. Alors que, en tant que président, on t'insulte tous les jours, on te maudit tous les jours, et moi, ça ne m'intéresse pas d'être président. Mais pour arriver à ce niveau et ne pas être intéressé par ce qui intéresse tout le monde, il faut avoir réussi son voyage vers soi. Et c'est ce que, donc, bref, c'est des recherches et des recherches. Et j'ai souffert dans ma vie. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été chômeur, j'ai été pauvre. Si tu n'as pas été pauvre, tu ne peux pas savoir comment on sort de la pauvreté. Et j'ai l'habitude de dire que l'Afrique a connu la pauvreté afin de devenir expert, pour que quand les autres vont connaître la pauvreté, nous puissions les aider à sortir de la pauvreté, parce que nous, on est déjà sortis de là.
Voilà des recherches profondes que nous avons eu à faire et qui permettent aujourd'hui à quelqu'un de ne pas tomber malade, de devenir riche et tout. Voilà des choses que nous partageons au travers de l'Afrique et du monde. Patrick Armand Pognon, merci. Merci, tout le plaisir pour moi. Mesdames, Messieurs, c'était Diagonal. À bientôt.